Ce balado vous est présenté par la MRC de la Métisse, toujours au cœur de vos passions. À Saint-Joseph-de-Lepage, une municipalité dans la Métisse au Bas-Saint-Laurent, on y trouve un vignoble. Je vous amène avec moi chez Terre Haut. Mon nom est Liliane Bussière. Voici carte blanche dans la Métisse. Anne Corminboeuf, je suis chimiste et chef de cuve ici pour le vignoble. Kevin Royer, je suis chef de vigne. Louis Drainville, je suis grand chef. Louis Drainville, je suis agronome biologiste. Je suis aussi propriétaire de l'entreprise Terre Haut qui concerne aussi la ferme expérimentale Terre Haut. L'entreprise Terre Haut, c'est de la recherche depuis la fondation. En 1992, la fondation? 92, oui. Je ne dirais pas de la recherche. C'était beaucoup de services conseils, mais on a toujours cumulé autour des différents services conseils des activités qui étaient souvent sur la base appliquée, mais avec le temps qui sont devenus plus fondamentales, la recherche plus fondamentale en collaboration, par contre, avec des chercheurs des universités. On a quand même établi des ponts importants, notamment avec l'UQAR. J'étais en conférence à Strasbourg la semaine passée avec le Conseil national de recherche scientifique de France, puis sur l'agroécologie. Donc, il y a vraiment des ponts qui se sont mis en place. Puis ça continue, les collaborations continuent. Et c'est depuis qu'il y a des activités de recherche on dirait que ma vie s'est améliorée. Plus c'est compliqué, on dirait, mieux j'aime ça, là, Mais c'est aussi considéré qu'il y a des équipes aussi, il y a des gens qui viennent se greffer de temps à autre à ce projet-là. C'est ça qui est intéressant aussi, les rencontres, j'imagine. Bien, tout à fait, effectivement. Dans les rencontres, mais aussi dans la curiosité que les gens, puis parfois aussi, certaines personnes ont des connaissances fines qui nous amènent ailleurs, qui nous permettent de se contre-vérifier ou même dans ce moment de reculer et de recommencer dans une autre direction. Là, les vignes ont combien d'âge? La culture est partie en 2016-2017? Oui, la plantation fin 2016, début 2017. Aujourd'hui, on a terminé les plantations en 2023 à peu près. Puis ça va entre peut-être 8 ans et 3 ans jusqu'à présent. Quand même 8 ans. Et puis, quand on démarre comme ça une plantation, premièrement, là, on est à combien de plants? 10 000. On a fait un beau chiffron. 10 000, et peut-être plus ou moins 10, là. Ouais. Mais il en meurt aussi, il faut en remplacer à l'occasion. Okay. Mais c'est surtout qu'on a aussi... Le concept ici est basé sur de l'expérimentation, c'est qu'on fait l'essai de 13 différents cépages. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est pas nécessairement de produire du vin, c'est d'améliorer la connaissance sur les cépages et éventuellement aussi sur les vins pour permettre à d'autres vignerons, à d'autres personnes de se lancer en production. Parce que c'est la base de votre entreprise Terre Haut, qui est un service conseil qui sert de service pour la recherche, pour maximiser parfois des terrains qui sont moins optimales là, pour la culture. Vous avez un terrain qui est particulier et vous travaillez dans la rétention d'eau. Il y a quelque chose il y a comme une recette là, qui est gagnante. Là. Bien, on travaille sur la base du concept agroécologique, là, où on travaille essentiellement avec les 3 cycles, le cycle de l'eau, le cycle du carbone et le cycle de l'azote. Mais celui qui est plus visuel ici, c'est évidemment le cycle de l'eau. Il y a des marais, on essaie de mettre des marais le plus possible un peu partout. Le cycle du carbone, bien, ça se traduit par les plants de vigne, par les arbres. En fait, quand j'ai acheté ici, j'ai commencé par reboiser en grande partie les surfaces. Puis au niveau de l'azote, bien, ça se traduit par les différentes plantes qu'on peut implanter à gauche et à droite. Mais pour l'essentiel aussi, comme tu l'as mentionné, bien, on établit nos bases sur des principes de recherche. Les nichoirs, on en a parlé, mais là, présentement, ce qui est sur la table, c'est que les nichoirs, à partir de l'année prochaine, il y aura un suivi pour la réalisation possiblement de 2 projets de maîtrise avec un chercheur de l'UQAR.
qui vise à comparer l'impact des changements climatiques sur la physiologie de l'hirondelle bicolore, mais en comparant le site ici avec un autre site à Windsor, en Ontario, avec vraiment 2 zones écologiques complètement différentes. Sinon, les autres éléments de recherche, c'est les cépages, qui est très appliqué. Ensuite, au niveau plus fondamental, c'est sur le potentiel antioxydant qui est relié, par exemple, à l'utilisation du sirop d'érable dans la fabrication de vin. Mais selon, on ne souhaite pas changer le goût. On veut changer simplement la composition du vin de façon à le rendre, entre guillemets, meilleur pour la santé. Par la suite, il y a plein d'autres choses. Qu'est-ce que ça ferait, là, techniquement, là, ce serait d'incorporer du sirop? C'est qu'il y a une pratique qui est assez courante là, dans l'industrie vinicole, c'est la chaptalisation. Fait que ça vient d'un monsieur Chaptal en France pour corriger des raisins qui n'étaient pas tout à fait matures en fin de saison. Parce que si on se remet On parle d'acidité moins sucrée. Ben, un petit peu moins sucré, oui, mais c'est parce que si on se ramène à nos bases de chimie, c'est les levures qu'on met en cuve vont transformer le sucre en alcool. Si on part avec un mou de raisin qui est faible en sucre, on va avoir des vins qui vont être faibles en alcool. C'est le taux d'alcool qui est recherché essentiellement dans le vin. Ici, naturellement, si on ne faisait pas de chaptalisation, on aurait des vins à 10 10,5 On vise à peu près 11,5 en taux d'alcool. Fait que c'est pour ça qu'on vient faire une petite chaptalisation. Puis, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait Petite, ça veut dire quoi? Petite, bien, c'est si on se remet dans certains cahiers des charges en Europe ou même le cahier des charges de vin du Québec, ils permettent de chaptaliser pour 1 ou 2 degrés Brix habituellement. Ce qui se trouve être... Ce qu'on veut quand même, c'est que le raisin soit naturellement sucré. Là. On ne veut pas partir de n'importe quoi pour sucrer à l'infini. Là. Le but, c'est quand même d'avoir un raisin puis un mou de qualité. Puis, ce qu'on s'était dit, c'est de remplacer un sucre blanc là, qui vient quand même de l'industrie puis d'ailleurs, là, qui n'est pas nécessairement carboneutre, par un sucre qu'on produit ici au Québec. Ça se trouve être le sirop d'érable. Bon, je viens de comprendre quelque chose. Là, on va parler des vins. C'est nouveau, ça vient de sortir l'année passée. Le premier vin qui est sorti, c'était l'année dernière, de la vendange 2023. La vendange 2024 qu'on peut commencer à commercialiser. Ouais. 2023, on aurait dû l'avoir, notre permis, mais il y a eu un retard dans l'autorisation qu'on a dû avoir. Il a fallu aller devant le tribunal. On a gagné notre cause devant le tribunal, donc à partir de 2024, on a pu faire du vin et le commercialiser. Mais la récolte était là en 2023. Vous n'avez pas pu produire parce que vous n'aviez pas... C'est ça, on n'a pas produit du vin commercialisable. OK. On a produit du vin à des fins personnelles. À des fins de dégustation. Bien, pour nous, à titre, nous autres, ça fait partie de nos petits joyaux qu'on peut avoir à l'occasion, là, pour nos propres plaisirs, mais aussi pour cheminer à travers la production. Là, c'est pas acquis que parce que tu as du raisin que tu vas faire un bon vin. Là, ça prend du temps. Ce vin-là va être distribué dans les restaurants ici de la région. Comment vous distribuez ça? En ce moment, on fonctionne avec des bons de commande, puis c'est surtout des commandes par Internet, parce que c'est sûr que là, l'entreprise n'est pas équipée pour avoir un kiosque à la ferme. Et pour cette année, fait que pour la première commercialisation, si on peut dire, on va être au marché public à Rimouski. On va être présent 15 semaines sur 23. Puis, oui, on est en discussion en ce moment avec beaucoup de restaurateurs puis d'épiceries fines dans la région pour essayer de faire valoir les produits, surtout faire des associations, surtout les vins blancs, parce que pour la première cuvée, c'est quand même 9 vins blancs qu'on a, et produits de la mer. Oui, je pense que l'axe des fruits de mer va tout de suite se révéler assez rapidement. Juste le sol ici, le sol de surface, là, on parle du sol de Rimouski, c'est un sol d'origine glaciaire, c'est un till, et la roche-mère, le tuf, le schiste argileux, lui, c'est un sédiment marin de 400 millions d'années à peu près. Donc, on est vraiment dans la catégorie sol, terroir, vraiment, puis avec le fleuve pas loin, vraiment d'origine marine ou avec une grosse influence marine. Donc, je pense que l'association fruits de mer ou poissons va se faire assez allègrement de la part des différents chefs ou des différentes personnes qui sont susceptibles d'en servir ici dans la région. C'est un peu miraculeux d'avoir des vignes, de produire un vin à Saint-Joseph-de-Lepage, dans la Métis. Comment c'est possible de faire ça? On croirait que c'est trop froid. Ce sera Anne qui va me répondre à ça. Bien, c'est que de base ici, les sols sont quand même très propices. En agriculture, on parle des séries de sols. Ici, on est sur une série de sols qui s'appelle Rimouski. De façon générale, en agriculture, c'est moins propice parce que c'est des sols qui sont minces. On arrive rapidement à la roche-mère, qui est un schiste argileux. On appelle ça le tuf dans le langage courant. Mais ici, la particularité, c'est qu'il y a un ripper,
boule qui est passé pour venir décompacter puis mélanger le sol de surface qui est mince et la roche-mère sur 1 mètre à peu près. Puis le schiste argileux a la particularité d'être super friable, ce qui fait que pour la racine des vignes, c'est quand même une plante avec un enracinement qui est profond. Ils sont capables de quand même aller s'infiltrer puis se faufiler à travers le schiste. Ce qui fait que... L'enracinement profond, ça aide. C'est pour ça que ça peut vivre dans un milieu assez sec, Oui. parce que ça va puiser plus profondément l'eau. Oui, c'est ça. La première année, l'implantation est quand même sensible, là, comme n'importe quelle autre culture. Fait que l'irrigation est importante. Mais ensuite, ici, il n'y a aucune autre irrigation qui est faite la minute que les parcelles sont implantées. Donc, le sol est propice. Puis à Saint-Joseph, là, on voit en plus ici la parcelle, on a une belle orientation au sud. Puis on le sent là, que c'est quand même beaucoup plus chaud que même Montjoly. Un petit peu plus loin dans la parcelle, on a une station météo. Puis les degrés jours de croissance, ça se trouve être l'accumulation de chaleur qui est nécessaire pour la croissance de la vigne. On peut comparer un peu à des UTM, là, les unités thermiques de maïs. La vigne, on utilise la base de 10 degrés Celsius comme référence. Quand on compare ce que nous, on a ici avec les données météo là, de l'aéroport à Montjoly, on a beaucoup plus de degrés jour. Ce qui fait que théoriquement, juste avec la station météo, on savait que la chaleur était là. Puis ensuite, quand ça a été le temps de choisir les cépages, il y a un guide de cépages cultivés en climat froid qui existe. Puis les degrés jour, c'est quelque chose qui est bien connu sur les cépages. Fait que c'est des fois, je dis, on a choisi les plus toughs des toughs pour planter ici pour être sûr qu'ils arrivent vraiment à maturité. Fait qu'il y en a, et on parle de 800 à 900 degrés jour. C'est certain qu'ils arrivent. 1000 degrés jour, dans les dernières années, on l'a eu. 1100, on est un petit peu à la limite, là. On pousse notre chance. C'est l'exemple du Saint-Pépin qu'on récolte jusqu'à la fin octobre, normalement. Puis on a la chance d'être juste assez proche, mais juste assez éloigné du fleuve, qui fait un bel effet tampon, avec de rétention de chaleur. À l'automne, le premier gel arrive toujours fin octobre. Puis les derniers gels au printemps sont quand même Vous profitez du fleuve pour le gel, c'est ça? C'est ça. Oui, On est juste OK. assez loin pour avoir bénéficié un peu du climat des terres, mais juste assez proche pour avoir quand même son effet protecteur sur les gels printaniers et d'automne. Et à partir du fleuve, ben, c'est comme toujours un petit peu en montant, versant nord. Puis là, vous êtes en haut un petit peu de la colline et puis on redescend. Donc, on est vraiment plein sud, là. Oui. Les premières parcelles ont été implantées un peu sur ce qui se pouvait, là, sur ce qui était disponible. Puis la nouvelle parcelle se trouve à être l'optimisation de ce qui a été appris dans les premières années. Fait que vraiment une légère pente, ce qui est important pour le drainage de l'air froid, parce que l'air froid est toujours plus dense, a tendance à aller vers les points les plus bas. Donc ici, c'est la pente idéale, l'orientation idéale, puis un espacement aussi que nous, on trouvait idéal, où c'est suffisant pour que le tracteur puisse passer, puis la densité aussi de plantation. Ailleurs, des fois, ça a été planté un peu moins dense, puis un peu plus espacé. La nouvelle parcelle se trouve à être le meilleur des deux. C'est optimisé là, Ouais. pour le travail. Mais Ouais. c'est quand même moins dense que des plantations en Europe, là, par exemple. Là, en ce moment, l'enjeu, c'est on a eu 2 épisodes de grêle dans les dernières années. Puis, ça doit être dépendamment, on est rendu où dans la saison, ça peut affecter puis blesser les raisins. On a certains cépages qui ont naturellement moins de feuilles, fait que des étés un peu plus secs. S'il y a trop de défoliation, ben là, ça peut devenir problématique. Fait que c'est pour ça que tout au long de la saison, on s'ajuste. Puis avec Kevin, on parle chaque semaine des prochaines étapes à faire, justement, surtout pour la gestion en verre, là, qu'on appelle. Fait que tant aussi longtemps que la vigne pousse puis que les tiges sont vertes, on peut décider de réduire la charge en feuilles, de réduire la charge en tiges. Il y a certains vignobles qui vont réduire la charge en grappes aussi, qui vont passer puis sélectionner. Selon certains cahiers des charges aussi, mais ça ne nous affecte pas ici. Là. On n'est régi par aucun cahier des charges. Il peut y avoir des rendements maximum qui vont être déterminés annuellement. Mais nous, pour l'instant, on vise plus de rendement pour essayer de rentabiliser. Et puis, ça donne combien de bouteilles, là, votre récolte de 2024? La première cuvée, 2024, ça se trouve être 3700, 3800 bouteilles. À terme, quand la nouvelle parcelle va être pleinement opérationnelle, on parle de 5000 bouteilles au moins. Encore là, quand on travaille avec 13 cépages, déjà, ça nous donne 16 vins différents, là, parce qu'on veut vraiment avoir des appréciations associées à nos cépages. On a 16 vins, c'est-à-dire qu'il y a quelques assemblages puis des vins en monocépage. Donc, ce qui nous donne quand même énormément d'informations à gérer puis à traiter puis à gérer aussi au chai, parce que c'est Anne qui se retrouve avec
avec ces raisins-là qui sont de différentes sources. Kevin, qui est plus comme chef de vigne. Ici, Kevin, lui, il se retrouve aussi au niveau de la taille à essayer de définir des modèles qui sont adaptés aussi à chacun des cépages, qui n'est pas nécessairement la même chose, pas parce que tu as des vignes qui vont être taillées tous de la même façon, qui vont avoir des caractéristiques semblables au niveau de la production. Au contraire, ça peut être assez différent par cépage. Parle-moi des cépages qui sont implantés ici et comment ça évolue à un fin de mois de mai, là, assez froid. On a eu beaucoup de froid, beaucoup de pluie. Comment ça réagit? Parle-moi premièrement des cépages que tu as. Oui, bien en fait, comme Louis vous a dit, on en a 13 et chacun est assez différent l'un de l'autre. On les prend avec certains avec des petites pincettes, ou est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu plus durs à contrôler, on va dire ça comme ça, ou est-ce qu'ils sont très hâtifs. Donc, même ici au mois de mai, avec le temps, comme que tu as dit, qui était pas super beau, on va dire, malgré tout, ça n'empêche aucunement les cépages que nous avons de vraiment bien pousser. Certains d'entre eux poussent même énormément rapidement, beaucoup plus que les autres. Je pense sûrement au Oceala musca, qui est un peu notre bête noire ici, où est-ce que tous les autres sont un peu différents de celui-là. Celui-là pousse énormément rapidement comparé aux autres. Et lorsque Anne vous parlait de ici, la côte en tant que telle, c'est beaucoup plus chaud et ça affecte énormément leur vitesse de croissance. Pas juste pour l'Oceala musca, mais vraiment pour toutes les vignes en tant que telles, je dirais. Donc, tout dépendant du cépage, ça a été orienté ou placé à des endroits stratégiques, c'est ça? Oui, puis comme Louis vous dit, il a fait plusieurs essais. Cette parcelle-là, c'est notre meilleure en termes de chaleur. Nous avons aussi en arrière, un peu plus loin, une parcelle où est-ce que c'est pas le même type de sol et c'est beaucoup plus argileux. Puis on s'est rendu compte avec le temps que ce type de sol-là ne correspond pas vraiment à ce que les vignes veulent avoir comme type de sol pour Qu'est-ce que ça veut des vignes? Un sol sec qui se draine assez rapidement pour permettre... en fait, ce qu'elles veulent, c'est de la chaleur, puis presque juste ça. De temps en temps, c'est sûr que de la pluie, ça aide beaucoup. Le fait qu'elles puissent faire des racines très profondément dans le sol va leur permettre de puiser l'eau qu'elles ont besoin. Donc, c'est pour ça qu'elles n'ont pas beaucoup besoin d'apport d'eau, on va dire, quotidiennement. Donc, elles se gèrent elles-mêmes par rapport à ça. C'est vraiment la roche, la chaleur, tout ça fait en sorte que ça aide énormément les vignes à pousser. OK, donc le manque d'eau, c'est pas un problème, là, c'est quelque chose qui raffole, là. Ils pourraient avoir certains problèmes seulement quand elles sont plus jeunes, on va dire environ 3 ans, du début de leur croissance jusqu'à environ 3 ans, parce que leurs racines ne sont pas encore assez profondément dans le sol pour qu'elles puissent être autosuffisantes, on va dire, en termes d'eau. Mais sinon, passé ce 3 ans-là, les risques sont de moins en moins présents pour l'eau. Puis pour la production, est-ce qu'on parle de la 4e année? Pour avoir une production substantielle là, pour le raisin en tant que tel? Oui, c'est pas mal à partir de 3-4 ans que le raisin commence à avoir de très bonne qualité. Parce que sinon, le raisin est un peu trop petit. On voit qu'il manque de maturité dans le raisin. Certains sont comestibles, vraiment quand même, on va dire, bons. Mais pour ce qui est de faire du vin, on sent qu'il manque quelque chose. Là. Décris-moi comment une vigne se porte sur un palisse, une palisse? Non? C'est pas une palissade. C'est ça, c'est en fait, il y a plusieurs types de fils. On pourrait commencer par la base, où est-ce que chacun des fils est supporté par des poteaux de fer qui, eux, ont plusieurs trous à l'intérieur de différentes hauteurs à partir du sol. Ce que nous, on fait, c'est qu'on prend un fil qui est un peu plus, on va dire, plus gros que les autres pour faire la base où est-ce que là, on va venir attacher le plant, les cépages, peu importe lesquels, et on va faire notre façon principale de l'attacher, qui est de faire partir la vigne d'un tronc principal et ensuite de la faire diviser par 2 branches
qui une va aller vers la gauche et l'autre vers la droite, qui, ces branches-là vont être attachées sur le fil que je vous ai décrit. Ensuite, on va dire avec le temps qui avance, une fois que ces deux branches-là sont attachées, elles vont faire des bourgeons, ce qui est déjà le cas présentement. Il y en a même qui sont à un stade un peu plus avancé où est-ce qu'on voit qu'elles veulent commencer à faire une branche. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, on installe 2 autres fils qui vont être parallèles l'un de l'autre, juste un petit peu plus haut que le premier fil que je vous ai décrit, qui était plus proche du sol. Eux vont être un peu plus élevés, qui fait en sorte que ça va être après ça la deuxième étape. Lorsque la vigne pousse, nous allons éventuellement la venir passer entre ces 2 fils-là, qui sont parallèles l'un de l'autre. Entre les deux, elle va retomber un petit peu et on la récupère quand elle est assez longue pour l'accrocher en haut. Comme que Anne vous a dit, les vignes peuvent pousser énormément rapidement et très hautes sur de là où ils ont commencé sur le sol. Et éventuellement, on vient même les couper parce qu'elles poussent énormément. Et l'effet de couper, est-ce que ça renforce tes grappes? Qu'est-ce que ça fait de couper? Est-ce que c'est un peu comme un plant de tomate où on va couper? Oui, ça le fait un peu dans un sens où est-ce qu'on lui dit qu'elle peut arrêter de pousser en termes de longueur. Et on va, à partir de ce moment-là, lorsqu'elle est coupée, elle ressent un genre de stress qui va faire en sorte qu'elle va vouloir se reproduire ou faire les raisins. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'elle produit beaucoup plus pour justement faire les grappes qu'on veut avoir. Mais il y a aussi un effet qui est un peu moins agréable, qui est qu'elle veut faire des repousses pour continuer quand même de pousser vers le haut. Mais nous, de temps en temps, on vient ôter ces repousses-là. Pas toujours, ça dépend des cépages. Il y en a plusieurs qui ont une densité de feuilles assez impressionnante. Et on vient justement leur ôter ce petit extra-là de plus. Là. 10 000 plants comme ça, c'est quoi la routine? C'est au quotidien? On fait la tournée au quotidien? Oui, bien en fait, il y a plusieurs routines et ça y va avec l'avancement de la saison. On a plusieurs étapes à faire, comme que là, présentement, nous, sur notre nouvelle parcelle, c'est encore considéré comme des jeunes plants. Certains ont 4 ans, 3 ans, et nous sommes encore en train de leur donner leur forme finale. Où est-ce qu'elles ne devraient plus bouger à partir de maintenant? Où est-ce qu'elles vont être attachées en permanence sur le premier fil porteur qui est le plus gros, pour ensuite pousser et on espère pendant longtemps. Là. Et on ramène, parce que là, on est au stade, là, au printemps, là, ça commence à bourgeonner. On ramène à chaque automne à cette hauteur-là, c'est-à-dire le plan principal, le branchage, 2 branchages gauche, droit, et on recoupe à la première corde pour que ça repousse. Donc, les fruits se font sur les nouvelles pousses de chaque année. Exact, en plein ça, oui. Puis c'est sûr qu'on continue demain. Ça, exemple, c'est un plan sur lequel on est passé. Donc, on voit qu'il y a un tronc principal. On adopte la conduite en cordon de royal qu'on appelle. Puis, les bourgeons sont déjà orientés vers le haut. Ça va juste pousser. Puis ensuite, il va falloir venir les glisser entre les fils porteurs. Mais ça se trouve être la charpente permanente de la vigne. C'est comme un grand Y oui. évasé un peu, non? Puis, à côté, celle-là, on ne l'a pas encore faite. On voit qu'il y a beaucoup plus de... Ah oui, on voit la différence. Oui, c'est ça. C'est que Elle est un peu ébouriffée. Oui, bien c'est ça. C'est pour être sûr là, d'avoir une survie hivernale. Comme les plants sont jeunes, à l'automne, c'est plus que moins. Là, on est rendu au stade où on doit choisir les tiges les plus vigoureuses, celles qui sont les mieux orientées pour former nos cordons permanents principaux. Mais une fois que c'est fait, après ça, on voit le tronc épaissit d'année en année, puis on revient toujours à cette charpente-là à l'automne. On taille, on rabat, puis on garde toujours notre charpente, le fameux Y, d'année en année. À ce temps-ci de l'année, ça a l'air de rien, mais normalement, le feuillage va monter jusqu'à cacher les fils porteurs. Là. Ça fait vraiment des murs de vigne. C'est une palissade. Oui. L'activité principale pendant l'été, c'est vous en parlerez à Kevin. Je palisse, tu palisses, nous palissons, puis ça palisse. Parce que 10 000 plants de vigne, ça se palisse sur longtemps. Là. Et au soleil, on pâlit pas, là. Hein? Ah non, mais ça fait partie du métier.
Et est-ce que le projet serait de grossir ou est-ce que le projet... Il y a un petit sourire qui est là. La relève s'en occupera. OK, on est rendu là. Ah oui. Oui, moi je suis rendu là. Ben là, j'ai 60. En avez-vous une relève? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ben, en fait, il y a ces jeunes-là qui sont à côté. Là. J'attends que les gens se positionnent puis voir quel sera leur... Vous seriez prêt à déjà commencer à léguer, là? Mais ça fait 33 ans que je suis en affaires. Ça doit faire 32 ans que je cherche la relève. Fait que non, c'est pas... ça fait vraiment partie de la motivation. C'est que le vignoble puisse continuer même si je suis pas là. On verra pour la suite, mais un jour, les choses vont se mettre en place. J'imagine les résultats que vous avez, vous pouvez le partager. Oui, maintenant on commence vraiment à cibler on pourrait cibler des cépages assez facilement pour différents producteurs, que ce soit des vignerons qui souhaiteraient se lancer. On pourrait aussi, on a la volonté peut-être d'en essayer d'autres aussi, parce qu'avec les changements climatiques, ce qu'on oublie, c'est que la température augmente beaucoup. On pense que ça va pas vite, mais ça va excessivement vite. Évidemment, 5 ans, c'est peut-être pas une lancée ou des statistiques nécessairement très valables sur la base scientifique, mais n'en demeure pas moins qu'on est passé peut-être de 1000 à 1050 jusqu'à présent, en 5 ans, juste sur notre zone ici. Donc, pour la région, en 2050, on prévoit 1300 degrés jour-vigne au moins. 1300 degrés jour-vigne, on rentre dans une autre gamme de cépages avec d'autres avantages, puis évidemment aussi des risques. Il y a aussi, avec les changements climatiques, le risque aussi d'insectes qui vont éventuellement venir nous visiter, qu'on ne souhaite pas nécessairement avoir, mais n'en demeure pas moins que le terroir ici, on a non seulement une route des vins, mais on a possiblement aussi quelque chose comme le plus beau terroir à production horticole fruitier du Québec. Présentement, dans ma tête, là, de ce que j'ai pu voir à l'échelle de la province, là, c'est sûrement ici que ça va se passer. Ouais, dans mon cas, moi, la vision, c'était d'installer un vignoble, de mettre en place un vignoble à des fins de recherche, principalement. Ça, cet objectif-là est atteint. Les activités de recherche peuvent continuer, mais les investissements à mettre pour l'implantation, à partir de maintenant, devraient être assez minimes, comparativement à tout ce qui peut être mis jusqu'à présent. Là, qu'est-ce qui s'en vient dans le calendrier pour toi qui fait de la mise en marché? C'est quoi qui s'en vient dans ton plan de match? Là, j'étais beaucoup dans le matériel visuel puis le matériel qui était nécessaire pour les marchés publics parce que déjà, la semaine prochaine, au 31 mai, on va être au marché public de Rimouski. J'ai terminé de monter le site Internet, sauf que ça a été un gros coup à donner, surtout que, je veux dire, moi ici, à la base, j'ai pas été engagée ni en graphisme, ni en marketing ou commercialisation. Fait que ça faisait des petites croûtes à manger quand même. Mais c'est ultra plaisant là, quand même de voir les choses évoluer. On a la chance, par contre, l'année passée, d'avoir une graphiste qui a fait notre logo. Fait que là, c'est de le décliner en plusieurs visuels. Sinon, j'ai beaucoup de plaisir avec la page Instagram que j'ai lancée et que je monte lentement mais sûrement. Et à chaque semaine, je tanne Kevin en disant « Qu'est-ce que je peux prendre en photo aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait beau? » Fait que je travaille beaucoup là-dessus. Puis comme tout est à faire pour l'instant, on a l'impression que c'est un gros morceau. Exemple aussi, relancer toute la liste de restaurateurs qu'on avait déjà dans notre mire ou qu'on a contactés. Et là, c'était de les relancer avec le catalogue de produits puis de faire des suivis téléphoniques. Chose auxquelles je ne suis pas très habituée, de courir après les gens. Fait que ça demande beaucoup de patience et on apprend dans tout ça. Mais c'est ça, tant que les contacts sont pas faits, comme tout est à développer, c'est plus énergivore, mais j'ai confiance que l'année prochaine, ça va être la machine va être lancée. Pour toi, Kevin? Eh bien, en fait, à cause de l'hiver, de temps en temps, on a des bris de fil porteur qu'on venait de parler tantôt. Donc, ça serait ça probablement ma prochaine étape pour ce qui est de ma part à moi. Pour ce qui est des autres travailleurs, probablement qu'on donnerait un amendement. Faut que tu nous dises ce que c'est un amendement. Bien, en fait, c'est que c'est une matière première qu'on vient mettre sur les plants, au sol, qui pourrait aider à ne pas avoir de carence avec les plants. Une forme de nourriture. Oui, exact. Ouais. Merci beaucoup. Bonne saison.
Merci. C'est capoté dans les rêves. Capoté. Ce balado vous a été présenté par la MRC de la Métisse. Merci d'avoir été là et à bientôt!